Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du tatouage autour du globe. Aujourd'hui, direction l'Amérique du Nord et nous commençons tout de suite avec les tatouages sacrés et guerriers des natifs américains. À la fin de cette vidéo, retrouvez l'interview express d'un tatoueur au style old school si caractéristique justement du tatouage américain. La plus ancienne trace de tatouage connue jusqu'à maintenant pour l'Amérique du Nord a été trouvée par des archéologues dans l'île Devon. Il s'agit d'un petit masque paléo-esquimau datant de 3500 et comportant de nombreuses marques linéaires ressemblant à celles que portaient les femmes inuites. Ce genre de tatouage était lié à des pratiques donnant des informations culturelles comme le décompte d'animaux abattus à la chasse ou une protection magique. Chez les natifs d'Amérique du Nord, le tatouage facial était une forme d'ornementation très prisée puisque c'est le visage que l'on voit en premier chez un individu. Oui, bon, ok, normalement, c'est ce que l'on voit en premier. Le visage permet donc de véhiculer des messages importants à l'interlocuteur. Certains traits pouvaient incarner la force, la beauté, l'appartenance à une famille, à un clan ou encore la croyance religieuse. Dans les Grandes Plaines, les femmes de plusieurs tribus Sioux recevaient des marques honorifiques sur le front. On pensait qu'elles étaient imprégnées de pouvoirs capables de donner la vie. Cela se traduisait par des cercles bleus rappelant les astres et des points représentant les étoiles. Chez les Pancas, certaines femmes se faisaient tatouer sur le front un soleil, qui est le symbole masculin, et une étoile à 4 branches sur la poitrine, le symbole féminin. Pour mieux comprendre la force de ce tatouage, il faut savoir que les femmes Omaha et Panka affirmaient que l'étoile symbolisait la nuit, la grande force mère de la création, et que ces 4 branches représentaient les vents dispensateurs de vie. Les tatouages étaient bien souvent protecteurs, mais faisaient également appel à divers pouvoirs physiques, spirituels et fondamentaux. On associait donc au tatouage un esprit appelé Manitou. C'est lui qui protégeait et aidait le tatoué. Ce genre de tatouage était plus fréquemment attribué aux hommes puisqu'il reflétait la culture guerrière et le chamanisme. Lorsqu'un jeune homme devenait adulte, il devait s'isoler dans la nature pour pouvoir rencontrer son Manitou au cours d'un rêve ou d'une vision. En contrepartie de la protection de l'esprit, il fallait accomplir les sacrifices nécessaires. Le Manitou pouvait être un astre ou un animal qui était tatoué sur le visage et dont les plumes ou la peau se portaient sur le chemin de la guerre pour bénéficier des attributs particuliers de celui-ci. Contrairement au tatouage facial, le tatouage corporel indiquait plutôt un honneur de guerre qu'une protection. Chez les populations guerrières des Grandes Plaines, il fallait mériter le droit de porter des tatouages. Par exemple, chez les Kansa, pour avoir le plus grand honneur d'être tatoué à la poitrine, il fallait avoir tué 7 ennemis ou avoir volé ou capturé 6 chevaux. Chez les peuples Hidatsa et Mandan, on gagnait le droit de se faire tatouer 2 mains sur le torse lorsqu'un ennemi avait été touché. Et l'on raconte que lorsqu'un homme de la tribu Assiniboine frappait son premier ennemi, il gagnait le droit de se faire tatouer tout le torse et les bras. Aux États-Unis, le tatouage n'a jamais été une pratique majoritaire et l'histoire de celui-ci est un véritable brassage culturel, tout comme l'histoire du pays d'ailleurs. En 1776, au moment de la proclamation de l'indépendance, on pouvait distinguer 4 types de motifs comme ceux des tatouages populaires euro-américains, dans la lignée de ce que l'on qualifie aujourd'hui de old school. Il y avait les marques permettant l'identification comme les initiales, des symboles liés à la foi chrétienne ou encore des motifs non occidentaux réalisés par des tatoueurs amérindiens ou des îles du Pacifique. Et vous les connaissez sûrement car ces 4 différents genres subsistent encore de nos jours. C'est principalement grâce aux marins que l'on connaît aujourd'hui énormément de motifs. En effet, ils avaient en leur possession un certificat de protection, une sorte de passeport empêchant les enrôlements forcés par les Britanniques, et ce certificat permettait également le recensement des tatouages. Aujourd'hui, cela permet de révéler un large éventail iconographique des tatouages américains de l'époque. C'est dans les années 1850 que l'on remarque un changement d'iconographie justement grâce au métissage provenant du Japon. Et si la question du tatouage au Japon vous intéresse, sachez que j'avais déjà traité le sujet dans une vidéo, vous pouvez la voir en suivant le lien qui s'affiche. Aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, le tatouage était un processus intime. Il était réalisé à bord d'un bateau, sur le champ de bataille, chez soi, durant un pèlerinage ou au cours d'un voyage chez des hommes appartenant à d'autres cultures. Il est assez difficile de dire à quel moment exact les Américains sont passés d'itinérants à tatoueurs travaillant dans des boutiques. On retrouve parfois la date de 1846 pour citer Martin Hildebrand et son peut-être premier atelier de tatouage. Ce qui est sûr par contre, c'est que son atelier était bien en activité dans les années 1870. C'est une période durant laquelle vont émerger plusieurs locaux à New York,
dont celui de Samuel O'Reilly en 1875, dont nous reparlerons plus tard. Les premiers tatouages américains étaient faits à la main, puis dans les années 1890, l'ère du tatouage électrique est sur le point de débuter. Les boutiques ainsi que les artistes itinérants se développèrent dans tous les États-Unis. Durant le XXe siècle, les tatoueurs se concentrèrent dans les zones offrant une clientèle potentielle comme les bases militaires, les parcs d'attractions et divers autres espaces urbains. Au fur et à mesure que l'industrie du tatouage se développait, des sociétés de fourniture apparurent. La plus importante fut celle de Milton Zeiss, installée dans l'Illinois. L'entreprise proposait du matériel, mais également des cours par correspondance. Les motifs de Zeiss exercèrent une grande influence avec leurs lignes épaisses et des ombrages spectaculaires pour l'époque. En parallèle, il y avait des artistes comme Amund Dietzel, tatoueur à partir de 1907, qui proposaient une esthétique plus délicate et artistique dont l'inspiration japonaise était indéniable. Au milieu du XXe siècle, le tatouage avait plutôt tendance à orner les corps des populations ouvrières, même s'il existait bien entendu des exceptions. L'iconographie a peu évolué depuis cette époque-là. On retrouve ce que l'on qualifie de old school aujourd'hui, c'est-à-dire les motifs de l'art populaire, religieux, romantique et commémoratif. Il n'y avait pas vraiment d'influence artistique ni technique, donc on retrouvait une palette de couleurs assez similaire, contours noirs, du rouge, du vert, du jaune et du bleu. C'est durant la Seconde Guerre mondiale que l'on note un regain d'intérêt pour le tatouage. Et pendant les années 1960, les changements sont importants. Le public était de plus en plus féminin et surtout, beaucoup de jeunes désireux de marquer leur corps de symboles transgressifs et radicaux sautèrent le pas du tatouage. Janis Joplin fut un modèle notoire. Elle a été tatouée par Lyle Tuttle, qui défendait son art, le considérant comme un moyen d'expression. Le tatouage se répandit parmi les classes moyennes, comme les étudiants par exemple. Malheureusement, c'est également dans les années 60 que le tatouage fut stigmatisé. Les alertes à l'hépatite et le regain des oppositions municipales entraînèrent l'interdiction du tatouage ou l'imposition de limites d'âge. Et puis le fait que les tatouages suscitèrent l'engouement chez les gangs de motards et les détenus, ça n'arrangea pas vraiment l'opinion de la majorité de la population, qui donna alors une symbolique rebelle au tatouage, ce qui aura pour but de susciter l'intérêt de la contre-culture. Puis, à la fin des années 60, la profession de tatoueur attira des artistes ayant une formation universitaire. C'est le moment que l'on appelle la renaissance du tatouage aux États-Unis. Les tatoueurs s'inspirent de plus en plus de l'iconographie japonaise, comme Sailor Jerry Collins à Honolulu, Cliff Raven à Chicago ou Ed Hardy en Californie. Aujourd'hui encore, la diversité du tatouage américain fait sa force. Il ne stagne pas, mais s'enrichit de nouvelles techniques et motifs tout en restant fidèle à l'esprit initial. De nouvelles tendances esthétiques émergent et se répandent dans le monde entier. Avant la machine à tatouer, on avait la technique manuelle. On prenait alors un manche, des aiguilles reliées entre elles et ensuite on devait marteler la peau pour que l'encre entre sous celle-ci. Évidemment, c'était assez long car le rythme de la main ne dépassait pas 2 à 3 piqûres par seconde. Le dermographe, la fameuse machine à tatouer, est beaucoup plus rapide. Selon son réglage, elle peut effectuer un va-et-vient de 80 à 140 fois par seconde. Le premier dermographe dont le brevet ait été déposé fut celui de Samuel O'Reilly en 1891. Il avait en fait accommodé le stylo à imprimer dont le brevet avait été déposé par Thomas Edison en 1877. Cette machine permettait d'inclure un réservoir d'encre dans le tube, de changer l'aiguille et de régler la profondeur à laquelle elle s'enfonçait. Puis suit la machine de George Burchett qui simplifie encore plus son utilisation par rapport à celle de O'Reilly. Alfred Charles South dépose un brevet en 1899, il présente 2 bobines verticales en ligne derrière le tube comme dans les machines d'aujourd'hui. Mais il paraît que l'instrument était si lourd qu'il fallait l'attacher au plafond avec un long ressort pour soulager la fatigue de la main. On a vu plus pratique. En 1904, Charles Wagner crée un dermographe au poids bien plus réduit que les précédents. Par contre, les premières machines à tatouer n'avaient rien pour réguler l'électricité. Parfois, une étincelle bleue jaillissait et produisait un choc sur le client. Heureusement, après la Seconde Guerre mondiale, on ajouta un condensateur électrolytique au circuit électrique, ce qui permit de faire disparaître cette fameuse étincelle bleue. Pour résumer, la première moitié du XXe siècle est vraiment importante pour le développement du dermographe, car il faut ensuite attendre 1979 pour avoir un dépôt de brevet qui fixera la machine standard que l'on connaît actuellement. Même s'il est clair qu'il y a eu de nombreuses machines à tatouer créées ces dernières années, le dermographe à bobine électromagnétique reste quand même l'instrument le plus utilisé pour le tatouage.
Salut, je m'appelle Hugo. Mon nom sur Instagram c'est Cruzio Tattoo. Je travaille au Sphinx à Paris, dans le 11e. Et niveau de style de tatouage, je fais plutôt le old school traditionnel. Je fais d'autres styles, floral et tout ça que j'aime bien aussi, mais plutôt le old school. Ça fait 2 ans que je fais du tatouage, mais toute ma vie j'ai fait de l'art en fait. J'ai des photos très petites où je faisais déjà de la peinture. Par une image dans un magasin que j'avais vu dans les années 80. Je pense que c'était en 87 parce que j'ai une photo où je suis en train de regarder une photo d'une magazine que mon père achetait de tatouage et j'étais complètement fasciné tout de suite par le tatouage traditionnel. J'aime bien le côté naïf des dessins qui sont jamais 100% parfaits, et très innocents mais avec beaucoup de signification. Et j'aime beaucoup ce côté du tatouage traditionnel. Ah oui, j'ai énormément de monde que je suis, même dans l'art en général, pas que des tatoueurs, mais dans l'art. Alphonse Mucha par exemple, avec l'art nouveau, qui m'inspire beaucoup avec ses femmes et tout ça. Dans le tatouage, les vieux tatoueurs, George Burchett, Ben Corday, Burt Grimm, ça juste pour dire quelques-uns. Après il y a les plus connus, genre Sailor Jerry et tout ça, que beaucoup de monde connaît. Franchement, tous les clients qui sont venus cette année se faire tatouer avec moi, mes dessins à moi, ça fait énormément plaisir. Donc 2020, oui, le côté négatif, mais chaque tatouage, c'était vraiment, ça a complètement fait oublier les problèmes qu'on a eu cette année. Le confinement, en fait, c'était un moment de me reposer encore une fois et de refaire de la peinture. Avant, je faisais beaucoup de huile comme peinture. Cette fois, j'ai essayé plutôt l'aquarelle comme médium. Pendant le deuxième confinement, en fait, oui, je m'ennuyais et je me suis dit, je vais faire des tigres. Et en fait, c'était une espèce de yin et yang avec des tigres qui sont en train de se battre pour la signification qu'il faut se battre parfois avec la même force pour arriver quelque part. Et voici, c'est la fin de notre épisode sur l'histoire du tatouage autour du globe consacré à l'Amérique du Nord. J'espère que cela vous aura plu. En tout cas, je remercie encore une fois Hugo de Cruzio Tattoo pour son interview express. J'espère que vous avez apprécié le format. Si c'est le cas, cliquez sur le pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre d'autres épisodes d'Histoire de Guide. Je vous remercie d'avoir suivi et vous dis à très bientôt.